à le faire arrêter. Je dois rappeler quand même que Kousséli n'est pas loin du Tchad. C'est juste en face. Il y a face. juste un petit pont. Parce qu'il y a un petit fleuve. Deux fleuves. Le logo de l'Ochari. Le logo de l'Ochari. Il y a des moments quand c'est sec, vous pouvez traverser à pied. On traverse à pied et vous marchez à l'intérieur du fleuve. Donc quand vous y allez, il y a un petit pont, parce que moi j'ai été, pour aller en Djamena, qui est juste en face. La ville de Djamena est juste en face. Donc, quand ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ancien fort voilà. Donc ça pose un problème au niveau de ce... Il y a ce qu'on appelle comme là-bas, comme s'il y avait le comité de défense. Il y a des Camerounais qui ont décidé que ça ne passera pas par nous et que c'est mauvais. Parce que Kousséli, c'est une ville prospère. C'est pas une ville, comme vous voyez, c'est une ville où on fait beaucoup d'affaires avec le Nigeria, avec le Tchad. C'est un centre. J'ai d'ailleurs un ami personnel qui était à la brasserie, qui est parti là-bas, qui est maintenant fait fortune. Qui, lorsqu'il vient, c'est un Douala, lorsqu'il vient ici à Douala, son problème, c'est de rentrer à Kousséli. Parce que c'est une ville vraiment très importante qui est très bruyante. Mais j'ai oublié votre question. Liz Smith reviendra là-dessus, certainement. Des caches d'armes qui sont retrouvées dans une ville, est-ce que cela ne peut pas participer aussi de la déstabilisation, que l'on puisse voir que cela soit présenté pratiquement à tout un pays? On a parlé tout à l'heure des roquettes, des lance-roquettes, des pistolets automatiques. Cela fait quand même beaucoup. On peut s'interroger même sur l'origine de toutes ces armes et quelles en soient sont retrouvées dans une villa. Quel est le commentaire que vous suscite cette actualité? Le commentaire pour moi, c'est que, vous savez, Boko Haram, dans sa stratégie, le Cameroun du Nord a toujours été comme un central d'achat. Il vient des armes qui viennent du Soudan, qui passent vraiment par le Tchad, qui arrivent au Cameroun. Mais ils ont attaqué le Cameroun uniquement parce qu'il y a un moment que les Camerounais ont aussi commencé à arrêter quelques barons de Boko Haram. Et qu'on ne peut pas oublier qu'au sein du Cameroun, ou dans la partie septentrion du Cameroun, il y a aussi des Camerounais qui sont sympathiques à la cause de Boko Haram. Il faut savoir que c'est un problème linguistique et culturel. Les gens de Boko Haram, beaucoup ne sont même pas des Aoussa, ce sont des Kanouris. Et vous les trouvez pas seulement au Cameroun, vous les trouvez au Niger, vous les trouvez au Tchad, même dans la communication. Donc ça ne me surprend pas, c'est quand même une bonne chose, mais ça va toujours continuer. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord la coopération entre le Cameroun et le Nigeria et le Tchad et le Niger. Parce que s'il y a une bonne coopération et qu'il n'y a pas de suspicion un peu bête, ça fera que je ne vois pas pourquoi une armée comme l'armée du Nigeria, qui est très forte, il faut savoir que c'est une guerre asymétrique. Dans une guerre asymétrique, vous ne pouvez pas savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas. Donc je pense qu'on gagnerait à avoir une grande coopération entre les deux armées. Et aussi, il faudra que les élites de cette partie du Cameroun et du parti du Nigeria, comme on a vu, soient un peu honnêtes. Et dit, par exemple, on a vu au Nigeria, là, dans l'état de Borno, l'ancien gouverneur est l'un des financiers. Et le pire, l'ancien chef d'état-major de l'armée nigériane aussi a été soupçonné. Donc, si eux, on a des listes, il faudra aussi que côté camerounais, qu'on ait quand même des listes des gens qu'on soupçonne et que ces élites-là soient honnêtes de ne pas ou de dénoncer ça ouvertement. Parce que ce qui se fait que Boko Haram peut être si puissant, c'est parce qu'ils ont des financiers qui viennent du Moyen-Orient. Ils ont aussi des financiers internes. Dont la victoire, c'est d'abord la coopération interne. Donc, il faudra que les gens du nord du Cameroun soient vraiment honnêtes, les élites. Il faut faire attention de ne pas faire le mélange. Non, et l'amalgame en disant les gens du Nord. Non, écoutez, ça fait l'objet d'une polémique. Quand vous dites les gens du Nord, vous mélangez tous les gens du Nord et ça vraiment on ne veut pas de ça. Écoutez, non, je ne veux pas dire les gens du Nord. Il y a quelques individus. Laissez-moi dire. C'est une précision. C'est une précision que je voulais apporter. Je comprends que vous ne vouliez pas je ne généralise pas. Mais je ne veux pas généraliser, mais je dis des élites. C'est comme au Nigeria, on a sorti un rapport où on donne des noms d'un certain nombre des élites qui sont impliquées. Dire élite ne voudrait pas dire un amalgame, on ne mélange pas tout le monde. Il faudra que ces gens-là aient le courage de le dénoncer ouvertement que nous ne sommes pas partis de Boko Haram. Parce que vous ne pouvez pas me dire, quand Boko Haram dit, quand Aboubakar Chakao, bon lui ne vit même plus, ou Mohamed Bachir qu'on vient de tuer, ou les autres, quand ils disent ouvertement que le central d'achat d'armes qui viennent du Soudan, qui passe du Tchad, c'est au Cameroun, donc ça veut dire que quelque part, la preuve, si on arrête quelqu'un chez lui avec des caches d'armes, ça veut dire qu'il y a une complicité. Je pense que si Boko Haram est prospère, dans le nord-est du Nigeria, en particulier dans l'état du Borno, et dans la partie du nord du Cameroun, c'est parce que
on peut refuser ce qu'on veut dire, on peut être politiquement correct, c'est parce que quand même, il y a une complicité interne. Très bien. Alors, cela me permet, Kaminele, juste un mot. Oui, je voulais apporter une précision parce que j'ai l'impression que notre ami s'embrouille un peu. Et il faudrait faire attention. C'est peut-être parce qu'il est un peu loin au Congo qu'il ne perçoit pas exactement les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on arrête un peu de faire l'amalgame de dire qu'avec Boko Haram qui attaque le Cameroun, j'ai toujours dit, depuis un an, j'en suis convaincu, que ceux qui attaquent le Cameroun aujourd'hui, ce sont des groupes armés. Boko Haram, il faut le rappeler, est un problème nigérien à l'intérieur du Nigeria, avec sa propre démarche, comment dire, ses propres revendications aussi. Sa revendication et surtout sa détermination à créer un État islamique au Nigeria. Bon, maintenant, qu'il veuille l'étendre un peu plus loin, c'est une autre histoire. Mais ce que je dis, quand on dit que Boko Haram enlève des gens au Cameroun parce que le Cameroun a attaqué, non, ce sont des groupes armés. Et vous savez très bien que quand il y a des désordres dans une région, n'importe quel individu peut se retrouver avec des armes et dire que j'agis au nom de tel. Boko Haram, les gens disent aujourd'hui, parlent de l'enlèvement des touristes au Cameroun en disant Boko Haram, l'enlèvement de prêtres en disant Boko Haram, l'enlèvement de prêtres canadiens en disant Boko Haram. Mais vous savez très bien qu'au moment où il y a eu ces kidnappings-là, ça a été beaucoup plus une affaire d'argent que une affaire. Or, Boko Haram ne demande pas de l'argent. Boko Haram arrive dans une église de chrétiens, il balance des bombes. Arrive dans un marché, il balance des bombes. Arrive dans un collège, il balance des bombes et enlève. Au Cameroun, c'est des gens qu'on vient. Donc, qu'on enlève, qu'on sorte un peu... C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs les Boko Haram. Qu'on sorte un peu de ce schéma un peu empesé à travers lequel on dit les Boko Haram au Cameroun. Non, il y a des groupes armés à la frontière du Cameroun qui sont en train de profiter du désordre et même de profiter de ce qui se passe entre les deux frontières pour venir faire du banditisme transfrontalier qui est devenu maintenant un business. Un business parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de vouloir, ils sont même tentés d'aller au Tchad. On a retrouvé des éléments armés du côté du lac Tchad qui sont venus déposséder des vendeurs de bœufs qui venaient du Tchad. Très bien. Donc, quand au Cameroun, laissez-moi terminer, au Cameroun, on dit aujourd'hui, j'ai lu un journal cette semaine qui parle de l'urgence d'une collaboration entre le Cameroun et le Nigeria. C'est pas aujourd'hui. Ça date depuis. On devait le faire depuis très longtemps. Le président Paul Biya, le président Jonathan et le président Déby ne devraient pas se rencontrer à Paris, mais ils devraient se rencontrer ici pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser nos frontières. Or, quand on voit la ville de Koussiri, qui est à la frontière, qui est avec le Nigeria en face, le Centrafrique derrière, il photocole qui mène directement au Nigeria de l'autre côté et la Centrafrique de l'autre côté, on voit que la ville de Koussiri est une sorte de carrefour, avec des armes qui viennent de Soudan, qui viennent de partout. Donc, qu'on ne schématise pas et qu'on ne fasse pas des caricatures. C'est un peu dénaturer le problème de cette insécurité à l'extrême nord. Maître Célestin Kengoum, alors je vous propose de nous intéresser quelque peu à une autre affaire qui a plus ou moins secoué encore la presse cette semaine. Il s'agit de ce qui est considéré comme l'affaire Guérandi, sur laquelle la presse continue de s'interroger. Mais est-ce qu'on a pu répondre aux questions essentielles qui semblent se poser à tout le monde? Guérandi, où est-ce qu'il est en ce moment? Est-il vivant? Est-il mort? Pourquoi la presse continue de s'interroger sans pouvoir trouver des réponses à ces questions? D'où viendraient ces réponses? Sandrine, je ne sais quelle réponse vous voulez que je vous donne. Je ne sais quelle réponse je peux vous donner. Il y a dans cette affaire une manipulation grossière qui malheureusement a trouvé une cible fragile. Et cette cible fragile, c'est quoi? C'est les médias. Vous vous êtes enflammé très vite pour une histoire qui n'existe pas, à mon sens. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Monsieur Guérandi ne vit pas au Cameroun. Il vit bien quelque part, mais en tout cas, il ne vivait pas au Cameroun. Et s'il vivait quelque part, il avait des attaches familiales. Il vivait avec qui? Quel était son programme? Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu que son épouse se serait plainte. Ou que dans le dernier hôtel qu'il a quitté pour telle destination, on a pu retrouver ses traces. On nous dit qu'il a été kidnappé, son avion a été dévié, mais personne de sa famille. J'ai même appris qu'il y a des journalistes qui sont allés fouiller, j'ai dit fouiller un de ses frères quelque part vers le nord du pays pour de poser des questions sur leurs frères. Et ce qui m'a le plus surpris, et je dirais même ce qui m'a le plus choqué, ça a été la sortie du président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Cette sortie est extrêmement déplorable. Et moi, je pense que
venant d'un homme d'un tel niveau intellectuel, c'est extrêmement grave. En quoi est-elle déplorable, Maître Célestin Kengoum, lorsque le MRC demande une enquête? Comment est-ce que cela est déplorable? Nous avons 3 grandes préoccupations en ce moment. Nous sommes en guerre dans la partie septentrionale. Nous avons un problème d'insécurité des réfugiés à gérer dans la partie orientale. Nous avons des grands projets qui sont en train d'être réalisés, même si aujourd'hui nous n'en voyons pas les fruits, mais nous en tirerons tous les fruits le moment venu. Il y a des grands projets et tout cela nécessite de l'argent et des hommes actifs. Qu'un homme de cette trempe, je parle bien de Maurice Kamto, ignore toutes ses préoccupations pour s'intéresser à Guérandi, un ancien putschiste, quelqu'un qui a eu la prétention de déclarer appartenir aux groupes qui ont voulu semer le chaos dans notre pays. Et qui plus est, fait des études de stratégie, non pas pour sécuriser son pays, mais pour prendre le pouvoir par la force, par la violence. Et qu'un homme politique demande qu'on mette sur pied une commission d'enquête parlementaire. Ça veut dire qu'on mobilise le Parlement désigné par le peuple camerounais pour défendre notre cause, mais qu'on se préoccupe d'un monsieur qui veut prendre les armes contre nous. Je trouve ça extrêmement choquant, très choquant. Il ne m'arrive pas d'avoir une telle posture. Voyez-vous, cette question de droits de l'homme qu'on nous balance ça et là, aucune puissance au monde ne respecte vos questions de droits de l'homme quand il s'agit de l'intégrité, de protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté du peuple, ou bien la vie de la population. Aucun État. Même dans l'affaire après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont transféré à Guantanamo, en territoire cubain. C'est une espèce de territoire qu'ils ont pris comme une entente. C'est assez bizarre puisqu'ils étaient même en conflit. À Guantanamo, ce n'était pas parce qu'ils veulent le respecter, ils veulent les entendre. C'est surtout parce qu'ils voulaient, à travers ces gens, savoir qui sont les commanditaires. Quand ils savent qui sont les commanditaires, ils ne vous posent pas de questions. Ils vous tuent. Je vous dis, ils vous tuent, ils ne vous posent pas de questions. Mais pour les comparses, on cherche à savoir quels sont d'où est-ce que les armes qui vous ravitaillent en armes, quels sont les circuits de circulation de ces biens, quelles sont les potentielles zones d'action programmées. Mais je vous dis que dans aucun pays au monde, surtout pas dans ces puissances, on ne pouvait s'intéresser au cas d'un certain monsieur comme Guérandi. Pour moi, Guérandi n'est pas l'ennemi numéro 1 de Paul Biya, comme les gens le disent. Pour moi, je le considère comme un ennemi numéro 1 du Cameroun. Parce que c'est le premier Camerounais à dire qu'il va venir et semer le chaos dans notre pays. N'oublions pas les conséquences que le 6 avril a causées. D'abord, à l'immédiat, nous avons perdu des milliers de personnes. Et deuxièmement, il y a une forme d'ostracisme contre nos frères de cette région. Beaucoup ont perdu de leur commerce, beaucoup ont perdu de leurs privilèges à cause de cette histoire du 6 avril, ce coup d'État manqué. Nous en souffrons aujourd'hui. Même si à un moment donné, je vous en prie une minute, peut-être après vous ne me passerez plus la parole, si vous le voulez bien. Je dis que même la radicalisation... C'est juste qu'il faut être précis pour permettre à tout le monde de parler. Même la radicalisation du pouvoir, à un moment donné, est née de la situation de ce coup d'État manqué de 1984. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire et qui plus est demandée par un éminent professeur de sciences politiques, je dis c'est vraiment extrêmement grave. Très bien. Guérandi est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Ça, c'est ma position. Maître Emmanuel Penty, comment il est possible de comprendre qu'aujourd'hui, les partis politiques s'intéressent à cette affaire, s'il faudrait considérer comme Maître Célestin Kengoum que c'est l'ennemi du Cameroun numéro 1, le SDF hier, le MRC aujourd'hui? C'est peut-être qu'il y a quelque chose à tirer. La commission d'enquête réclamée par le MRC, comment vous analysez tout cela? Enfin, moi je voudrais d'ailleurs dire que Guérandi, moi je ne le connais pas. Il semblerait que ce monsieur a fait l'ENIAC et qu'il était parmi les putschistes en du 6 avril 1984, dont le leader était Issa Adoum, que je connaissais très bien.